Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition. Scène de presse en mode psychothérapie ce soir et une question, comment affronter ces angoisses partant de Covid-19? La psychologie, comme toutes les autres sciences du comportement, est en front line de cette prise en charge et intervient avant, pendant et après la maladie. Accepter sa peur pour mieux l'appréhender, apprendre à vivre avec le coronavirus sans céder à la panique. Scène de presse déploie le divan. Puis, on l'a appris cette semaine, les personnes asymptomatiques ne transmettent pas le virus. Une nouvelle révélation de l'OMS qui rouvre le débat sur ce qu'on ne sait pas ou qu'on sait réellement de cette pandémie. Les assertions de certains chercheurs et des sons dissonants au sein de la communauté scientifique sont de nature à entretenir le flou. Traitements sont réservés aux dépouilles et autres idées reçues. Ce soir, nous allons démêler le vrai du faux. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant, vous regardez Scène de presse et nous accueillons déjà les invités de ce premier panel. Bertrand Didier Bouga, bonsoir, vous êtes journaliste. Bonsoir Rachel. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Juste en face de vous, Dr Laure Menguene. Bonsoir docteur, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes psychiatre et vous êtes responsable de la prise en charge psychologique des patients, des malades de coronavirus. C'est dans le cadre de cette riposte. Vous êtes en service au ministère de la Santé publique. D'abord, première question, comment agit le coronavirus sur le cerveau? Parce que c'est une maladie à la fois effroyable et fascinante. Seulement à force d'en entendre parler, on a l'impression qu'on fait déjà les symptômes de la maladie. Voilà, ce qui a lieu de dire, c'est que de façon globale, la problématique de santé mentale dans la Covid, c'est en premier lieu le mal-être, la peur. Et si cette peur n'est pas gérée par l'individu ou si l'individu n'est pas soutenu par son entourage, il tombe donc dans la maladie mentale. Donc ce stress va donc libérer des substances dans l'organisme, des substances qui sont toxiques et qui vont affecter tout le système. Tout le système est affecté. Donc, on a une symptomatologie psychologique, on a des signes sur le plan psychologique, avec l'irritabilité, avec l'agressivité, avec des insomnies, avec cette peur, cette angoisse, etc. Et sur le plan physique, pire encore, on a des personnes qui sont positives, asymptomatiques, qui, à cause du stress, vont développer la maladie. On a des personnes qui vont développer... Ça, c'est une fois qu'elles savent, qu'elles apprennent, qu'elles sont plus. Mais avant, elles ne faisaient pas la maladie. Pas du tout. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'individu fait son test, il est tout à fait normal. Et puis, le lendemain, quelques jours après, docteur Menguene lui apprend qu'il est positif. Et du coup, ça commence, on sent qu'on a des difficultés respiratoires. On sent qu'au niveau de la gorge, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce soir-là, c'est des insomnies qui commencent. Et si vous avez en face de vous quelqu'un qui est hypertendu, qui est diabétique, avec ce stress, il y a risque de décompenser donc sa maladie. Ce dernier pourra décéder. On va attribuer le décès à la Covid, alors qu'en fait, c'est l'effet du stress. D'où l'importance de sensibiliser la population tout entière. Les cas positifs, asymptomatiques ou symptomatiques, de rester calme, de garder le calme. Alors, c'est peut-être dit comme ça semble facile. On va questionner effectivement la sensibilisation si elle n'a pas un revers. Mais avant, pour savoir de quoi on souffre, comment comprendre, comment expliquer cette peur généralisée, cette angoisse, ce traumatisme général? Voilà, ce qu'on sait, c'est que c'est la pensée qui détermine nos émotions et nos comportements. Si vous pensez mal, vous aurez de mauvaises émotions, des émotions négatives, et vous allez mal vous comporter. Donc, le problème de la Covid dans notre entourage, dans notre environnement, c'est que Covid-19 positif égale mort. C'est cette pensée-là, c'est cette représentation-là que toute la population a, ce qui est complètement faux. Parce que dans notre contexte, plus de 95% des cas guérissent. Mais d'accord, moi je voulais vous poser une question, si Rachel permet. On est déjà parlé de ceux qui se sont fait tester, qui auraient une réponse à leur examen pour savoir s'ils sont
ils ont le virus ou pas. Mais le stress, l'anxiété vient aussi souvent de l'environnement dans lequel on est. Je parle là du flot d'informations qui est capable de générer chez des personnes une panique en raison de la peur que suscite un ensemble d'informations sur la COVID-19. Oui. Je parle également de nos environnements de travail, nos quartiers, nos familles. Quand on entend parler de la progression du coronavirus au Cameroun et qu'on voit comment les gens vivent, à raison, on peut paniquer. Oui, mais ce qu'on doit d'abord dire, c'est que la panique dans notre contexte ne vient malheureusement pas de la réalité que nous vivons au Cameroun. La panique au Cameroun vient du fait des réseaux sociaux, de la toxicité de toutes ces informations négatives. C'est notre environnement, docteur? Non, c'est l'environnement des réseaux sociaux. Nuance. Ça vient du fait que tout ce qu'on voit qui nous vient des États-Unis, 1500 morts, les services de réanimation, la France, le Brésil et autres. La réalité des États-Unis n'est pas la réalité. Et sur cette nuance encore, j'aimerais qu'on approfondisse. Qu'est-ce qu'on peut faire, puisque j'ai la spécialiste en face, qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre aux Camerounais aujourd'hui de ne pas s'exposer autant à ces facteurs d'aggravation de leur anxiété? On doit éteindre la télé, par exemple? Juste avoir la bonne information, c'est-à-dire limiter les informations des réseaux sociaux et privilégier la communication gouvernementale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mon WhatsApp, j'ai mon Internet, je suis au fait de ce qui se passe aux États-Unis, au Brésil et autres, mais je reste connecté à la réalité camerounaise. Qui, elle, me donne des chiffres aussi sur ceux qui décèdent. Mais docteur, je voulais vous demander, dans cette campagne menée par le gouvernement et qui porte bien des informations intéressantes et utiles pour le citoyen, est-ce qu'on a pensé à l'information, j'allais dire, d'entretien psychologique? Bien évidemment. Bien évidemment, déjà qu'avant la crise, avant la pandémie, au niveau du ministère de la Santé publique, il y a une sous-direction de la santé mentale. Donc, pour le gouvernement, c'est une préoccupation importante parce qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale, de un. Et dans la riposte, il y a une unité de prise en charge psychologique qui est clairement définie. Et sur le terrain, nous avons donc des acteurs, un personnel spécialisé en santé mentale, à qui je dis un bonsoir particulier. Et bravo aussi. Voilà. Et un grand merci, parce que la majorité, c'est des bénévoles et des psychologues qui ne sont pas encore intégrés dans le système sanitaire, mais qui se sont mobilisés justement pour accompagner les populations dans cette riposte-là. Donc, actuellement, je prends l'exemple de la région du Centre. On a plus d'une trentaine de personnels spécialisés en santé mentale qui sont déployés dans tous les districts, et ça grâce à Madame le délégué régional de la santé publique. C'est pour dire que la prise en compte de la problématique de la santé mentale est bien effective dans le gouvernement. Docteur, on est là, on va y aller chronologiquement. Je rappelle qu'en première partie, on va parler de comment est-ce qu'on reçoit l'information Covid. Ça peut être d'abord pour des personnes saines qui ne font pas la maladie et beaucoup vivent reclus. Les personnes se renferment, elles deviennent un peu paranoïaques. On aura le tableau tout à l'heure dans le zooming d'Aboubacar Abo. Est-ce que c'est la bonne attitude, se refermer? Non, pas du tout. Mais se refermer aussi, souvent, c'est dû au regard de l'autre. Comment l'autre vous perçoit, comment l'autre vous regarde. Si, comme c'est le cas actuellement, c'est des personnes qui sont stigmatisées, qui sont rejetées par leur entourage. Bien évidemment, il y a un sentiment de honte, de culpabilité, de faible estime de soi. Et toute cette composante-là fait en sorte qu'elles ont tendance à se retirer. Pour celui qui n'est pas encore malade, docteur, pour celui qui a peur de contracter le virus. Pour celui qui a peur de contracter le virus, généralement, c'est la peur. Et la peur, la mauvaise information concernant la COVID. Docteur, la mauvaise information, mais je voudrais suivre Rachel dans son raisonnement. Je ne fais pas la maladie, ni dans mon entourage, mais je suis anxieux de ce qui peut m'arriver. J'ai peur de contracter le virus. Et les mesures restrictives sont en l'encouragement au confinement. Donc, je dois rester seul aussi. Est-ce que cette situation d'isolement, où je me coupe de la société, de toutes nos fréquentations, toutes nos habitudes sociales, je suis plus chez moi, est-ce que cela ne va pas contribuer à renforcer mon stress? Mais encore précisément, comment j'organise ma vie, ma psychologie pour vivre normalement? D'accord. Déjà, le mauvais comportement, c'est de se couper
complètement de la société parce qu'on a peur. Parce que c'est pas objectif, c'est pas réaliste face à une maladie dont on guérit à plus de 95% des cas. Et actuellement, on a intérêt à accepter que nous sommes en épidémie et qu'on a des mesures barrières. Des mesures barrières sont là. Ça veut dire qu'on n'est pas abandonné. Et il faut qu'on intègre qu'on doit pouvoir avancer, continuer à vivre, parce que la vie ne va pas s'arrêter. Et comment on organise dans sa journée? Je veux dire, au plan psychologique, est-ce qu'on lit un peu plus? Est-ce qu'on dort davantage? Quels conseils vous donnez? Voilà, les conseils, c'est d'abord d'intégrer la bonne information. Dans plus de 95% des cas, on en guérit. Jusqu'à présent, l'accès palustre fait plus de décès que la Covid. Parce qu'il ne faut pas qu'on perde ça de vue. Qu'il y a les autres maladies, voilà, il y a toujours qui font le sida, plus de dégâts. Cancer, les maladies cardiovasculaires font plus de dégâts que la Covid. C'est d'abord ça, les bonnes informations. Les bonnes informations, c'est aussi les mesures barrières prônées par le gouvernement. À côté de ça, c'est cette information toxique des réseaux sociaux. Et qu'on intègre que le stress induit par ces réseaux sociaux baisse l'immunité et nous expose à toutes sortes de maladies. Et justement, et également, qu'on intègre que l'inverse, c'est-à-dire le bien-être, être épanoui, être heureux, vivre dans l'amour, booste le système immunitaire. Donc, très important, mais vous voulez bien dire aussi difficile quand même dans le contexte actuel. On va continuer, on va parler de l'amour partant de Covid. On ne va pas esquiver cette question, mais d'abord, Dr Laure Didier, en guise de mise en bouche des destins croisés des victimes de Covid-19, voici l'histoire émouvante de Pulchéry, Philippe et Pascal, 3 Camerounais éprouvés par le coronavirus, chacun à sa manière. Ils se racontent dans ce zooming, une signature de Aboubakar Abo à Douala. Injustement, par la vie. Une stigmatisation totale. Les familles sont refoulées. C'est même un autre virus. La population vous met des gens en quarantaine. Même lorsque vous discutez avec quelqu'un et que vous faites de lui dire que moi j'ai porté par exemple un cercueil où il y avait un corps de Covid, chacun s'y saute. La vie, c'est son plus beau cadeau. Elle qui n'est pas passée loin d'un sommeil éternel. Pascal peut rêver à nouveau. Cette journaliste en service à la CRTV Direction Régionale du Littoral a vécu le cauchemar sur le lit du Covid. Entre angoisse permanente et inquiétude des membres de famille, le combat n'avait rien d'une partie de plaisir. La nuit, j'étais pas bien. Quand on a annoncé que ma tante est décédée, j'ai recommencé à faire de violents maux de tête. Pourquoi? Parce que ma mémoire travaillait. J'ai dit, oh Seigneur, si Tata Coucou est partie, ça veut dire que moi aussi je peux partir. L'avant et l'après ne se ressemblent pas. Normal, un tel voyage laisse des traces. Et avec tout ce qu'on nous balance dans les réseaux sociaux, donc moi j'en suis une victime. Parce que tout ce que je voyais là contre Corona, contre la prévention de Corona, je me suis aussi lancée. Ginger, ail, citron. En croyant combattre Corona, je me tuais aussi à petit feu sans savoir. C'est comme ça que j'ai commencé à me détruire l'estomac. Je ne savais pas. C'est là où il me dit que je fais une brûlure gastrique. Donc ces ingrédients-là m'ont brûlé. Et si je continuais, j'allais tout droit vers une perforation gastrique. Alors il m'a demandé d'arrêter. Pascal, Pulchéry et Philippe, 3 destinés aux fortunes différentes, éprouvés par le virus. Ça aurait tout aussi bien pu être un autre, une autre ou quelqu'un d'autre. Un fait qui en appelle à l'humilité et nous rappelle que le don de la vie n'est pas un mérite, mais une faveur. Merci à Aboubakar Abo, docteur. Vous avez suivi ces destins croisés des victimes de Covid-19. Quel est le rôle du psychiatre que vous êtes dans l'accompagnement, dans la prise en charge d'une personne d'abord, quand on vient de lui dire « vous êtes Covid+. » Je suppose qu'il y a une manière de l'annoncer. Voilà, merci beaucoup. De façon globale, le rôle du personnel spécialisé en santé mentale, que ce soit infirmier spécialisé, psychologue ou psychiatre, est de permettre à l'individu de vivre sereinement la pandémie. On a l'accès palustre qui fait plus de dégâts que la Covid. Et vous voyez qu'on a accepté. Il y a les mesures barrières que sont les moustiquaires, couchés sous une moustiquaire. Et on vit
et on avance. Alors le personnel soignant, le personnel spécialisé en santé mentale, lui, il est là pour faire comprendre à l'individu qu'il doit pouvoir avancer et de manière sereine au cours de cette pandémie. Alors, une autre question, elle nous parvient de tous ceux qui nous regardent depuis leur lit de Covid et qui nous ont fait parvenir cette préoccupation. Comment vaincre l'angoisse de la nuit? Parce qu'elles ont l'impression, je vais reprendre leur terme, que dès qu'il fait nuit, dès qu'il fait tard, la mort vient les chercher. C'est une question de malade. Voilà, c'est toujours la mort. Le problème majeur au centre, c'est la mort. Et chaque fois que l'individu a cette représentation, la mort, c'est source d'angoisse, parce que c'est l'inconnu. Tout ce qui est inconnu pour l'individu, pour le psychique de l'individu, est perturbateur. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils aient la bonne information, que Covid-19 positif ne veut pas dire mort. On en guérit. C'est très important. Et qu'ils puissent savoir que c'est ce stress-là qui va être source de problèmes, qui sera probablement à l'origine d'un décès. Et qu'ils ont plutôt intérêt à booster leur système immunitaire de manière, si on peut dire, biopsychologique voilà. Aussi, docteur. Oui, les bonnes interactions. Et là encore, nous en appelons à la communauté des médecins, du personnel soignant, qui effectivement fait un travail que nous apprécions, que nous saluons, pour demander pour cela, pour lesquels les nuits deviennent donc ainsi difficiles, du fait de la peur de la mort, on l'admet avec vous. Oui. Que fait le personnel soignant à ce moment-là? C'est la question que posent ces personnes sur leur lit d'hôpital. Quand elles sont là de nuit, est-ce qu'elles peuvent s'adresser à quelqu'un? Est-ce qu'elles devraient? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Si on est un parent qui a, en l'occurrence, on ne peut pas les assister, donc quel est l'accompagnement, quelle est l'assistance qu'on peut mettre en place autour de ces personnes malades? Voilà, déjà, c'est très important de rester en contact avec son environnement, son entourage. Donc, il faut communiquer. Communiquer et... Rester sur la ligne de l'espoir, en fait. Ce n'est pas espoir, on ne peut pas dire espoir, puisqu'on en guérit dans 95%. Oui, je dis comme ils dépriment, il faut qu'on leur parle de la vie, pendant qu'eux, ils sont en train de voir la mort venir. Bon, qu'on parle de la vie, bon, si c'est une façon de dire, mais ils sont vivants, oui. Parce que ce n'est pas comme si on racontait des histoires. La réalité, c'est qu'ils sont vivants. Et la réalité, c'est que c'est à cause de ce stress qu'ils sont mal, et que s'ils changent d'attitude, de mode de pensée, tout reviendra dans l'ordre. Donc c'est ça la chose la plus importante. Et au ministère de la Santé publique, il est prévu dans les jours à venir de mettre sur pied un call center spécialement pour l'assistante psychologique des populations. Également, il y a un atelier de réactualisation des outils de communication qui a été fait. Et c'est beaucoup plus axé, justement, parce que le ministère, étant conscient de cette problématique, axé sur la gestion du stress, sur tous les aspects psychologiques, afin de permettre à toute la population, que l'on soit cas, que l'on soit personnel soignant, que l'on soit... Oui, parce qu'on tend à oublier que le personnel soignant est lui aussi touché par cette pandémie. On a reçu lors de la dernière édition un personnel soignant qui nous disait être traumatisé par la rapidité avec laquelle les gens meurent, avec laquelle il faut les enterrer. Comment vous, en tant que personnel soignant, vous vivez ça? Est-ce que vous avez eu des cas où certains de vos collègues sont venus en vous disant... sont venus en consultation? C'est très difficile. Oui, c'est la raison pour laquelle l'unité de prise en charge psychologique a été mise sur pied. Et la particularité de cette unité, c'est qu'elle est transversale. C'est partout. Donc, ce personnel soignant est pris en charge. Déjà, il bénéficie de briefing sur le premier secours psychologique, la confidentialité, la gestion du stress. C'est-à-dire qu'ils sont capacités, on les capacite sur pouvoir gérer leur stress et gérer le stress de l'autre. Sur la gestion de la quarantaine, la communication aussi avec les enfants. Et à côté de cette activité de briefing, il y a le débriefing, c'est-à-dire qu'un espace pour leur permettre de verbaliser leur frustration, leur colère, leur angoisse. Donc, ils se libèrent pour pouvoir avancer sereinement. Et docteur, on n'a pas fini de s'inquiéter. Je vois qu'on a plus un penchant pour ceux qui sont déjà souffrants, pour ceux qui sont dans les lits d'hôpitaux, c'est normal. Oui. Mais restent ceux qui, dans la vie de tous les jours, ont peur de l'autre.
Et en fait, on en est là, parce que l'autre devient une personne susceptible de m'infecter, et notamment dans les environnements de travail, juste pour relayer, donc, comme Rachel le faisait, une préoccupation de téléspectateurs reçus avant l'entrée ici. Quand on apprend que dans son service, on a un collègue qui a été infecté ou qui est décédé de Covid, et qu'il n'y a pas un dispositif qui est mis en place pour désinfecter les bureaux, il n'y a pas une prise en charge. Qu'est-ce que vous conseillez aux travailleurs? Parce que ce soir, on est vraiment dans la position de patient pour avoir de vous toutes les réponses pour les bonnes attitudes à adopter. Voilà, la première chose à faire, c'est de ne pas paniquer et d'avoir la bonne information. Dans 95%, plus de 95% des cas, on a guéri. C'est une grosse grippe. Quand on se dit tout le temps, à la fin, peut-être un jour, ça ne va plus marcher. Quand on voit quand même qu'on a un collègue qui décède, oui, on oublie les 95% quand même. Voilà. On se met dans les 5%. Oui. Et c'est ça la problématique sur le plan psychologique, c'est que l'être humain a toujours tendance à voir le côté négatif des choses. Mais justement, on est là pour demander aux populations de voir des côtés positifs aussi. Parce que la Covid n'a pas que des côtés négatifs. La Covid, ce n'est pas que la mort. Non. La Covid, c'est aussi les mesures barrières. C'est pour ça que le gouvernement sensibilise au quotidien sur ces mesures-là. Donc, il y a quand même quelque chose qu'on a. Distanciation, lavage des mains et masque. Et d'accepter qu'on est dans l'épidémie et que tous, nous sommes à risque. Mais on en guérit. Et surtout de savoir qu'il n'y a plus létal que ça. Parce qu'on est dans cette ambiance de la Covid et on oublie que non. Il y a l'accès palustre là tous les jours qui fait plus de dégâts. Il y a des maladies cardiovasculaires. Puisque, docteur, on parle de Covid-19, est-ce que la quarantaine, l'isolement n'auront pas à terme des conséquences psychologiques sur les patients qui auront l'impression d'être mis à l'écart, mis à part de la société, ou de porter un virus toute leur vie. Enfin, c'est encore de la mauvaise information, mais on est là dans le ressenti de ces personnes-là. Voilà, déjà, quarantaine ne veut pas dire rejet. C'est une stratégie de prise en charge. C'est comme si on vous dit que vous êtes hyper tendu et que pour arriver, par exemple, pour votre prise en charge, il faut faire le sport. C'est une stratégie, faire le sport, pour arriver à la guérison. Maintenant aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on soit moins réfractaire, qu'on soit moins négatif vis-à-vis de tout ce qu'on nous propose dans la prise en charge de la Covid. Qu'on ne voie pas seulement le côté négatif, qu'on sache que cette quarantaine-là, c'est aussi pour nous permettre de sécuriser ceux qui nous sont chers. Parce qu'il y a un risque. Si nous, on supporte, on gère convenablement. Ce n'est pas sûr que notre entourage, si on ne veut pas le faire cette quarantaine pour nous, mais faisons-la pour l'entourage, parce que on peut être la cause d'un décès. Et comment réintégrer la communauté? On a eu plein de témoignages comme ça, de gens qui ont été guéris, qui sont devenus Covid négatifs et qui, au moment de revenir à la maison, le conjoint, les enfants, les voisins ont posé sur eux des regards différents. Comment réintégrer, comment revenir à la vie, au quotidien? Voilà, revenir au quotidien, c'est notre responsabilité à tous. Ça veut dire que tous, nous devons changer le regard qu'on a vis-à-vis de ceux qui sont atteints de la Covid. Parce que c'est notre regard qui est source d'angoisse, de stress, qui déclenche en eux toutes ces émotions. Quand vous avez une personne qui est hyper tendue et qui va à l'hôpital parce qu'elle a fait sa crise, elle est soutenue, elle est encadrée. Quand elle rentre, cet environnement chaleureux, il n'y a pas de honte. Parce que la société a accepté, cet individu est soutenu. Mais voilà une maladie que la population... Contagieuse, oui. Certes. Oui. Mais voyons aussi le cas, en temps normal, on a aussi souvent nos grippes. Parce qu'on est aussi souvent étonné du nombre qui prend de l'envergure. Et si on compte le nombre de personnes qui sont atteintes, on plafonne. Quand on a ces personnes qui sont grippées, est-ce qu'on les rejette? C'est aussi contagieux. Pourquoi ne peut-on pas avoir la même attitude, mais en observant les mesures préconisées? Il y a certes isolement ou quarantaine, mais ce WhatsApp, cet Internet, au lieu de s'intoxiquer
avec toutes ces informations nocives, pourquoi ne pas entretenir des relations saines, une communication saine avec son entourage? Donc nous sommes là pour sensibiliser la population. Le ministère de la Santé est là pour sensibiliser la population sur l'importance d'adopter des bons comportements, de bonnes attitudes. Parce que jusqu'à présent, on se rend compte que ce n'est pas le cas et c'est ce qui est à l'origine des problèmes de stigmatisation et du nombre même de décès. Et donc le virus est là, il faut vivre avec. Voilà, il faut avancer avec. Il est hors de question de ne pas aller au travail parce que on est en période de Covid. Non, les instructions sur le plan gouvernemental sont claires. Le pays doit pouvoir avancer, atteindre ses objectifs. Et puis, on est en face d'une pandémie, d'une épidémie qui, dans notre contexte, 95% des cas guérissent. Parce que nous n'oublions pas, c'est ça la bonne information. Et l'autre bonne information, c'est que pendant longtemps, au début de la pandémie, les personnes asymptomatiques n'avaient pas de traitement. Aujourd'hui, c'est le cas. Voilà. Mais justement, docteur, avant de... Peut-être que Rachel voulait passer à autre chose, juste pour comprendre et rassurer encore ceux qui nous écoutent, vous savez que l'angoisse vient également, justement, on évoque peu, parce que c'est pas l'objet de notre entretien ce soir, les aspects sanitaires, mais vous savez qu'il y a cette angoisse. Vous dites, et c'est vrai, à 95%, on recouvre la santé. Oui. Mais ce qui inquiète aussi les patients, les Camerounais en tout cas, qu'ils fassent la maladie ou pas, c'est leur prise en charge sanitaire. C'est aussi quelque chose qui vient aggraver la peur de contracter le virus. Juste pour que vous les rassuriez également sur ce point. Oui, mais on va aussi leur dire que la première prise en charge, c'est d'abord soi-même. C'est d'abord soi-même. Déjà, il y a l'organisme lui-même qui a des compétences pour pouvoir faire face à la maladie. Donc, dans ce contexte, donnons juste les moyens à cet organisme-là de nous accompagner. C'est pour ça que je relevais qu'il y a des cas positifs asymptomatiques qui spontanément recouvrent la santé. Pourquoi ne peut-on pas être parmi ceux-là? Pourquoi voit-on seulement que l'on doit finir dans un service de réanimation et autres? Vous comprenez que le problème, ce n'est pas la Covid. Dans un premier temps, c'est notre pensée. C'est notre pensée. Puisqu'il faut continuer à vivre, docteur, que devient l'amour partant de Covid-19? Qu'est-ce qu'on en fait dans un contexte de gestes barrières, d'éloignement, de peur? Comment est-ce qu'on continue d'aimer? Voilà, parce que l'amour, ça a plusieurs sens. L'amour... J'aime bien votre sourire quand vous dites ça. Merci beaucoup, parce que là, c'est la chose la plus merveilleuse qui existe. Et on espère que la Covid va venir nous ramener sur ces fondamentaux-là. L'amour, c'est d'abord quoi? Dans des bonnes interactions avec l'individu. La manière dont on interagit avec nos proches, dont on communique. L'amour, c'est également ce rapprochement physique. Si vous parlez du rapprochement physique, je vous pose la question de savoir, on sait qu'on a le VIH qui est là. Est-ce que les conjoints n'ont plus de relation parce qu'il y a le VIH? La question est de savoir est-ce qu'il continue à en avoir quand il y a la Covid. Maintenant, il y a quelque chose qui est clair. Les mesures barrières sont là. Et qu'il faut être honnête parce que si quelqu'un est Covid, est atteint de la maladie, vraiment c'est clair et officiel que dans ce cadre, c'est l'isolement. Donc, ce n'est pas conseillé d'avoir sur le plan physique des relations. Mais si ça se passe comme ça se passe d'emblée, il faudrait qu'on sache que la vie ne va pas s'arrêter, ne doit pas s'arrêter. On doit pouvoir avancer avec la Covid. Les mesures barrières, si chacun prend des mesures barrières, je suis fiancée avec Michel. C'est une question de responsabilité. C'est pour ça que le gouvernement, chaque fois, appelle à la responsabilité de chaque citoyen. Et docteur, on parle de l'amour également en famille, avec tout le monde. Voilà. On voit chez les autres comment aujourd'hui on accompagne sur le déconfinement, comment les familles se retrouvent. Oui. La question se pose pour nous, parce que tout le monde n'a pas accès à ces informations. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui aujourd'hui doivent vivre ensemble, repartir rencontrer des parents, puisque également on a les mesures, mais est-ce qu'il y a des attitudes précises que vous conseillerez pour entretenir la vie sociale et intime en famille? Voilà, les mesures gouvernementales sont claires. Il faut diminuer, il faut limiter les déplacements, c'est-à-dire que ne se limiter qu'à ce qui est utile. Justement,
Il y a ces moyens de communication, les WhatsApp, l'Internet, WhatsApp, le téléphone. Vous me rejoignez que ce n'est pas si mauvais, les réseaux sociaux. Oui, mais c'est nous on en fait une mauvaise utilisation parce qu'on s'intoxique. Et donc, d'un point de vue psychologique, docteur, excusez-moi, mais est-ce que lorsque je ne peux pas embrasser un parent, le saluer parce que la distance physique est là, est-ce que émotionnellement, quand même, nous restons des êtres forts? C'est la question que nous posons à la psychologue. Est-ce que là, c'est de l'amour qui s'exprime? Continuer de vivre sans étreinte, sans expression réelle. Voilà, sur le plan familial. Au sens large. Parce que nous avons nos habitudes culturelles et sociales. Se tenir la main, se prendre dans les bras. Comment on compense ça, docteur? Oui. Comment on compense ça? C'est-à-dire, il faut pas qu'on fasse l'amalgame des choses aussi. C'est-à-dire que la distanciation. On a parlé de distanciation sur le plan social, physique. Maintenant, à la maison, il faut savoir, est-ce qu'on est des personnes à risque? La première des choses, est-ce qu'on est des personnes à risque? Ça veut aussi dire qu'entre conjoints, on doit faire chambre à part. Donc, vraiment, c'est une question de responsabilité, mais d'avoir la bonne information. Dans plus de 95% des cas, on en guérit. On en guérit. Et s'il faut prendre des décisions dans le cadre familial, ça doit être un consensus. C'est-à-dire que, voilà, ça ne doit pas être unilatéral. Ça veut dire que maman, papa, les enfants doivent s'asseoir et parler et décider ensemble de comment. Mais à l'extérieur, c'est clair. Distanciation, port du masque, lavage des mains. Merci beaucoup, Dr Lambengene, responsable de la prise en charge psychologique des patients Covid. C'est dans le cadre de cette riposte à la pandémie. Merci, Bertrand Didier Bouga, d'être passé, d'avoir échangé avec nous. Covid-19, collectif budgétaire, session de juin au Parlement et les violences racistes ou raciales aux États-Unis étaient au cœur de l'actualité cette semaine. Ce que les journaux en ont dit, c'est dans la revue de la presse, une signature de Franck Evina. Lutte contre le coronavirus, une autre ligne de front s'ouvre au Parlement. À l'ouverture des travaux de la deuxième session ordinaire de l'année législative en cours, les présidents du Sénat, Marcel Niet Ndifendi, et de l'Assemblée nationale, Kava Yegué Djibril, ont réaffirmé le soutien des deux chambres au président de la République dans ce combat et ont invité les populations au strict respect des mesures édictées. Les élus qui s'expriment dans les colonnes de Cameroun Tribune révèlent tous la détermination d'un Parlement optimiste pour l'avenir. La pandémie passera certainement, selon le sénateur du Sud, René Zenguele. Les professionnels de la santé assurent, d'après la députée Lydienne Epoupé, il faut apprendre à vivre avec le virus, estime l'honorable Joshua aussi. Alors que le Sénat et l'Assemblée nationale font front commun, le combat continue dans les municipalités. Le cas à Ayo, sous le maire Paul Ndongo Bikor, multiplie les points d'eau pour la consommation, mais aussi pour le lavage des mains, rapporte signature. Le premier magistrat d'Ayo s'assure par ailleurs la désinfection des établissements scolaires et professionnels, les administrations ainsi que les espaces publics de la ville. Dans les prochains jours, le nouveau patron de l'exécutif communal annonce un appui substantiel pour les maîtres de parents. Des actions anti-Covid-19 à côté de nombreuses autres menées dans le chantier de l'embellissement de la ville d'Ayos. Reprofilage des routes, éclairage public, ramassage des ordures, entre autres. Pour signature, il y a un peu du Timié Vouna, un maire qui fait bouger les choses à Ayos. Les choses bougent aussi dans le système de testing du Covid-19. Le quotidien bilingue national indique que de nouveaux points de prélèvement ont été créés pour des diagnostics massifs. Le cas au centre de santé des Kounou, déjà opérationnel, ou encore au palais des sports de Yaoundé, où le dépistage est effectif. Et c'est là un nouveau plan de riposte selon la formule des 3T, traquer, tester et traiter, observe le journal Anecdote. Le Cameroun améliore ainsi ses capacités diagnostiques pendant que la presse attire l'attention quant à la dégradation de la situation dans certaines entreprises. 90% d'entre elles subissent de plein fouet les affres de la pandémie, affirme Mutation à la lumière d'une récente étude de l'Institut national de la statistique. Conséquence, rapporte le quotidien de la rue de l'aéroport, des cas d'arrêt temporaire et définitif des activités, avec en prime les secteurs de l'éducation, du tourisme, de la restauration et de la construction. Le jour relaie la même info, avec en une les petites et moyennes entreprises, dont 18% sont aujourd'hui à l'arrêt à cause du virus. Effet direct de la baisse du chiffre d'affaires elle-même due à la baisse de la demande. Une difficile conjoncture qui contraint au régime sec
Réduction des heures de travail, mise en congé technique, les entreprises s'essayent à la résilience économique, constate le quotidien d'Aman Mana. Le cas Camerco au cœur d'un dossier dans l'anecdote. Dans un ciel nuageux, la compagnie aérienne nationale pique du nez. Les nombreuses zones de turbulence traversées ont accroché du plomb sur les ailes de l'entreprise. L'anecdote relate le scandale d'un clash inévitable. L'histoire d'un grand corps malade, manifestement programmé pour échouer. Échouer comme le président des États-Unis en matière de droits de l'homme, selon Signature. Le sujet est en une dans le journal de Pierre Lebon-Elanga, alors que le meurtre d'un noir, George Floyd, par un policier blanc, a rouvert les plaies jamais totalement cicatrisées de la haine raciale et surtout des conditions de vie des Afro-Américains dans ce pays. Pour Signature, Donald Trump apparaît comme l'un des instigateurs de la flambée de violence actuelle, avec un caractère irascible, arrogant, raciste, voire méprisant. Le patron de la Maison-Blanche détient la fleur du mal dans un pays où les Noirs sont accusés de tous les maux. Quelle image pour le gendarme autoproclamé du monde, s'exclame Signature. Les États-Unis, pris en flagrant délit de violation des droits de l'homme, devraient se regarder dans un miroir pour constater qu'un nouvel ordre s'impose dans ce pays donneur de leçons, adepte de l'ingérence. La revue de presse était sur la scène. C'est la seconde une de Scène de presse avec ces questions qui font débat autour du Covid-19. Avec moi sur ce plateau, Jules Lobo, chef de chaîne de Magic FM. Bonsoir Jules. Bonsoir Rachel. Bienvenue, je partage avec vous ce plateau et en face de nous, le vice-président du conseil scientifique, le professeur Ongolo Zogo-Pierre. Bonsoir professeur. Bonsoir Rachel, bonsoir monsieur Lobo. En ouverture, professeur, la question que tout le monde se pose, Covid-19, à quand la fin? Covid-19, à quand la fin? C'est une question à 10 sous. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que nous devons nous préparer à vivre avec cette maladie. Longtemps? Personne ne peut prédire à cet instant. Elle pourrait mourir, disparaître elle-même, puisque nous savons que les virus, parfois, perdent en virulence et les mutations qui ont été décrites aujourd'hui, malheureusement, montrent que le virus devient plus virulent dans certains pays. Donc, personne ne peut, de manière décente aujourd'hui, dire à quel moment ce virus cessera d'être mortel pour les humains, mais les pays vont pouvoir s'adapter, doivent s'adapter à considérer que c'est une autre maladie qui est rentrée dans le registre des maladies qui existent déjà et créer les conditions pour que dans l'enseignement, dans la prise en charge des patients, les médecins, les infirmiers, les psychologues, tous ceux qui travaillent autour de la santé intègrent qu'il y a cette nouvelle maladie et qu'il faut prendre des mesures de promotion, de prévention et de traitement et même de réhabilitation en tenant compte de la réalité de cette maladie. Professeur, la récente actualité, c'est à Pékin, on commençait à revivre et là, depuis 2 jours, on va reconfiner. Est-ce que ce virus est parti pour rester et nous imposer le rythme des confinements, reconfinements? Ce sera ça désormais la vie? Alors, le déconfinement ou les mesures de restriction de la mobilité des êtres humains sont une option en santé publique. Il y a eu ces mesures-là pour d'autres maladies dans l'histoire. Lorsque une épidémie de choléra se développe ou se déclenche dans une zone particulière, on prend un certain nombre de mesures pour endiguer cette épidémie pour qu'elle ne se répande pas au-delà. Donc la notion de restriction de liberté, parce qu'il y a une maladie contagieuse, c'est-à-dire une maladie qui ne se déplace pas d'elle-même, mais ce sont les hommes qui la transmettent, c'est une option, c'est une des stratégies. Et aujourd'hui, nous avons observé des pays où il n'y a pas eu de confinement. Le confinement était dans une logique de permettre au système de santé de se préparer à gérer le choc. Et c'est essentiellement dans cette logique-là. Maintenant, ce que nous avons également appris, c'est qu'avec les mesures barrières, la vie pourrait continuer comme avant, sauf qu'il y a
ces nouvelles règles de police ou de politesse qui voudraient que lorsque je me considère comme patriote camerounais, je ne devrais pas me mettre dans l'espace public sans porter mon masque. Parce qu'il ne s'agit pas de me protéger moi, il s'agit de protéger les autres, de montrer justement, que je suis solidaire. À ce niveau, quand on observe quand même la flambée en termes de contamination observée ces derniers temps, on se pose des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce le non-respect des mesures barrières par les populations ou alors le gouvernement, le corps médical n'a toujours pas réussi à maîtriser cette maladie? Alors, je ne veux pas revenir à ce qui se disait déjà il y a maintenant plus de 3 mois. Nous ne pouvons pas dire que ce qui a été fait n'a pas marché. Je peux dire, et les chiffres sont là pour l'attester, les chiffres augmentent, mais on nous avait promis un Mont Cameroun. Et je ne suis même pas sûr que nous sommes à l'une des petites collines de Yaoundé, n'est-ce pas? En 100 jours d'épidémie au Cameroun, nous approchons des 10 000 cas. Et quand on regarde le nombre de morts, notre nombre de décédés reste en dessous de la moyenne de ce qui a été observé ailleurs. Donc les mesures de restriction, de mobilité, les mesures de fermeture des frontières, l'introduction des masques, ont permis de ramener, je peux dire à sa plus simple expression, la maladie. Cependant, parce qu'il y a eu des insuffisances qui sont parce que le système découvre dans le traçage, par exemple, des contacts, la maladie est passée à une phase communautaire. Il s'agit maintenant de dire, elle est dans la communauté, nous changeons notre fusil d'épaule, nous prenons des options qui sont des options de promotion, de prévention et de traitement. Ce traitement, pour qu'il se passe, comment la maladie se présente aujourd'hui? Le cas typique, c'est la personne qui considère qu'elle a le palu ou elle a la grippe. Si nous avions l'habitude de l'automédication, cette maladie vient nous rappeler qu'il vaut mieux aller tout de suite chez le médecin, que le médecin évalue et puisse dire, tiens, c'est pas du palu classique que ce patient est en train de faire, ou alors il est en train de faire à la fois le palu et la Covid. Les deux peuvent se présenter chez les mêmes patients. Et on va donc proposer les tests qui sont disponibles et proposer le protocole de traitement qui fait que très rapidement, on va prendre en charge le patient et diminuer le nombre de cas qui vont vers la détresse respiratoire. Et ça, lorsque nous observons les courbes, vous pouvez regarder la courbe des décès au Cameroun. C'est plutôt affaissé. On parle d'un cas alors que de l'autre côté, on parle de 270 cas. Alors qu'au début de l'épidémie, par exemple, les chiffres de décès se comptaient parfois sur certains jours. Mais il y en a qui pensent que ces chiffres sont tronqués pour ça. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, n'est-ce pas? Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais comment vous expliquez donc le rapport, le ratio entre le nombre de cas des personnes contaminées et le nombre de décès? Alors, tout simplement parce que je vais, au-delà d'être membre du conseil scientifique, je suis en charge de la prise en charge des patients à l'hôpital central. Ce que nous constatons à l'hôpital aujourd'hui, c'est que beaucoup de patients arrivent tôt à l'hôpital et nous avons moins de pression par rapport aux services de réanimation. Et nous connaissons mieux la maladie aujourd'hui. On sait comment cette maladie tue. Elle tue en moins de 10 jours. La majorité de ceux qui meurent généralement dans les 10 à 14 jours. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont contaminés, ils ne prennent pas le traitement et à un moment donné, le virus rend le système immunitaire fou, commence à détraquer le système de coagulation et dont les petits vaisseaux vont se boucher. Et quand les petits vaisseaux se bouchent au niveau du poumon, les personnes ont cette sensation-là de se noyer avec le nez hors de l'eau. Et c'est une sensation très désagréable. Et si l'on ne va pas rapidement... Est-ce que c'est subi, professeur, puisque vous l'expliquez ainsi, est-ce que subitement, quelqu'un peut commencer à sentir cette sensation vous connaissez la notion de la grenade qui explose. Il y a l'instant d'avant où elle roule, c'est quelque chose d'inerte. Et elle explose. Le mot utilisé, c'est un orage cytokinique. L'orage
l'orage, nous savons tous comment ça se déclenche. Dans un ciel calme, vous pouvez avoir 2-3 éclairs, des coups de tonnerre, et après c'est le déluge. C'est vraiment ce phénomène-là qui se passe. Donc connaissant cela, les protocoles qui ont été mis en place sont efficaces sur un certain nombre de patients. Nous avons par exemple constaté que ceux qui ont été pris en charge, tout simplement mis en confinement, si on regarde le nombre de ceux qui ont été mis en confinement sans le moindre traitement, il y a 1 sur 10 qui va nécessiter la réanimation. Ceux qui sont mis sous traitement tout de suite, sans qu'on attende, il va y avoir 1 sur 100 qui va avoir besoin d'aller en réanimation après. Donc il y a un bénéfice de commencer tôt pour diminuer la pression sur ce fameux orage, en tout cas prévenir l'orage, donner la possibilité à l'organisme d'éviter l'orage qui, lui, est mortel. Alors justement, il y a un débat sur les porteurs asymptomatiques aujourd'hui, professeur. Est-ce que ces personnes-là peuvent contaminer ou pas? Il y a eu une rectification de l'OMS. Il y a un expert qui a la langue qui a fourché. Nous avons des exemples typiques qui sont racontés de cette chanteuse dans une chorale qui était asymptomatique. Elle a participé à une séance de répétition avec ses amis choristes et la majorité, près d'un tiers des membres de la chorale, tous ceux qui étaient dans le même groupe, ont été contaminés. Ça veut dire quoi être asymptomatique? Si on me prélève, on va constater que j'ai du virus. Si j'ai le virus au fond de ma gorge, ça signifie que comme je suis en train de parler là, je postillonne, n'est-ce pas? Et une partie de ces postillons peuvent rester sur cette table. Et si on avait de la ventilation dans cette salle, mes postillons peuvent être transformés, n'est-ce pas, en petits aérosols, et vous risquez d'être contaminé. Et si je parle fort ou si je chante fort, ça va être davantage. Alors que je ne suis pas malade, mais j'ai mis du virus en quantité suffisante pour contaminer les autres. Donc, le patient asymptomatique, tout porteur du virus, qui ne porte pas son masque lorsqu'il parle, qui ne porte pas son masque lorsqu'il tousse éventuellement ou éternue, on peut éternuer parce qu'il y a une poussière, ou qui a sué, a laissé de la sueur sur une surface, quelqu'un qui va toucher la même surface, ne va pas se laver les mains, elle va être contaminée puisque ces substances sont contaminées, elles contiennent le virus. Maintenant, pour contaminer quelqu'un, il faut avoir reçu une quantité suffisante de virus. Pour faire la maladie, il faut maintenant que si vous avez un certain nombre de vulnérabilités, vous avez le diabète, vous êtes obèse, vous avez d'autres soucis de santé, une petite quantité de virus qui ne ferait pas de mal à celui qui est costaud peut déclencher une infection chez vous et le virus provoque le fameux orage cytokinique. Parlons encore, professeur, des personnes asymptomatiques. Comment elles sont prises en charge? Il y en a qui sont isolées, il y en a qui ont guéri simplement. La règle aujourd'hui, il y a eu plusieurs situations. Les nouveaux protocoles qui ont été proposés par le Conseil scientifique disent qu'au Cameroun, une fois qu'on est positif, on doit recevoir le traitement parce que nous voulons diminuer les risques de contamination. Celui qui a été personne contact, qui est venu se faire dépister, qui est venu se faire tester, une fois qu'elle est connue comme positive, elle doit recevoir un traitement. En lui donnant le traitement, nous anticipons pour cette personne, mais également pour toutes celles qui sont dans son entourage. Raison supplémentaire, c'est d'insister que les uns et les autres doivent respecter les mesures barrières. Si moi je suis asymptomatique, je porte mon masque, je protège les autres, je montre de la solidarité, je montre du patriotisme en portant mon masque. Ce n'est pas parce que je ne suis pas malade que je vais dire « Ah, le virus là ne va rien me faire, ce n'est pas la peine de le porter », comme on entend certains le dire pour se justifier de ne pas porter le masque. Justement, ça c'est votre position, c'est la position du Conseil scientifique, mais on observe quand même des sons discordants sur la question. Professeur, est-ce que c'est pas tout cela qui semble jeter un peu le doute
dans les esprits des Camerounais aujourd'hui? Alors, les Camerounais ne devraient pas douter. Nous n'allons pas nous priver du chauvinisme, n'est-ce pas? Le raisonnement au départ qui était sur l'individualisme, je porte le masque pour ne pas être infecté, le conseil scientifique, et nous apprécions qu'il ait été suivi par les autorités. Il s'agit de protéger la source du virus, de protéger les autres des sources de virus. Et aujourd'hui, plus personne ne le conteste. L'Organisation mondiale de la santé est revenue sur sa position au départ qui disait qu'il ne fallait pas porter les masques. Au Cameroun, le Cameroun a commencé à parler de ça très tôt. On l'aurait suivi que peut-être nos chiffres seraient encore plus bas. Mais aujourd'hui, nous avons commencé et l'efficacité de ce port de masque est proportionnelle à la proportion des gens qui le portent. Vraiment, si nous voulons, vous avez posé la question, Covid, encore pour combien de temps? La Nouvelle-Zélande aujourd'hui a réglé le problème de Covid. C'est une île. Le Cameroun peut régler le problème de Covid si nous mettons un peu de civisme et si nous mettons un peu de patriotisme, un peu de solidarité, en acceptant de souffrir de porter le masque, pas seulement pour nous, mais également pour les autres, pour que le développement de ce pays continue et qu'il ne s'arrête pas parce qu'il y a une maladie. Vous avez parlé de protocole. Oui. Alors, on peut donc conclure que le protocole du Cameroun tient vraiment au point de faire des résultats, au point d'enregistrer moins de décès aujourd'hui. C'est une référence désormais? Alors, nous allons certainement très rapidement, les papiers sont en train d'être présentés, notre protocole ne compte pas sur un médicament. Nous avons raisonné en comprenant comment la maladie fait les dégâts et nous proposons une association de médicaments pour régler un certain nombre de problèmes que peut provoquer la maladie. Mais nous ne pouvons pas clamer que ça y est, nous avons le médicament. Mais le protocole tel qu'il est appliqué aujourd'hui, nous l'avons constaté, nous permet d'avoir moins de pression pour ceux qui ont besoin d'assistance respiratoire ou d'oxygénothérapie, à condition qu'on le commence tôt. Et c'est pour ça que je veux bien faire passer ce message. Je ressens de la fièvre, je pense que j'ai la grippe, je pense que c'est du palu, au lieu de rester seul. Maintenant, il y a des tests rapides. Je consulte mon médecin. Il vérifie que ce n'est pas le simple palu. Si je dois faire le test rapide, on me fait le test rapide, on me met sous traitement. J'augmente mes chances de ne pas arriver à la phase de l'orage cytokinique qui, souvent, va être fatal. Et maintenant également, parce que dans ce protocole, même lorsqu'on a commencé l'orage cytokinique, nous avons des cas que nous avons rattrapés grâce à la combinaison qui est proposée pour ce genre de patients-là, également grâce à la mise à disposition des concentrateurs d'oxygène et de respirateurs qui rendent les choses plus aisées aujourd'hui pour les personnels de santé. Puisqu'on parle de traitement, on n'allait pas éluder cette question, la question de la pharmacopée traditionnelle. On a lu dans certaines colonnes la désolation de quelques voix de ce secteur-là qui disent n'avoir pas été prises en compte. Qu'est-ce que le conseil scientifique pense de l'approche de la pharmacopée, de sa contribution? La médecine est d'origine africaine. L'Égypte a conceptualisé l'utilisation des produits naturels pour soigner les êtres humains. L'Afrique est restée ce qu'elle est grâce à la pharmacopée que l'on appelle traditionnelle. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle traditionnelle, c'est la pharmacopée africaine. Elle est la base de la pharmacopée au niveau mondial. Nous n'avons pas à en avoir honte. Il s'agit tout simplement de nous moderniser. Si j'affirme aujourd'hui que j'ai trouvé la formule magique, il faut convaincre les uns et les autres que j'ai effectivement trouvé la formule magique. Je ne peux pas venir ici si vous ne m'avez pas invité. Maintenant, si je décide que je reproduis une émission de la CRTV à partir de mon salon et je fais croire aux autres que c'est une émission de la CRTV, c'est de ça qu'il s'agit. Donc en ce moment, le conseil scientifique est en train de travailler sur comment notre pays peut saisir l'opportunité de cette maladie pour qu'enfin nous résolvions le problème de notre pharmacopée qui semble être aujourd'hui usurpée par quelques marabouts. Il y en a qui ont l'expérience, qui respectent les procédures, parce qu'il y a tout un canevas que l'Organisation mondiale de la santé, que les pays africains ont adopté
sur comment transformer les médicaments traditionnels. Traditionnellement, vous allez voir un guérisseur, il prépare le médicament pour vous. Ce n'est que pour vous. Maintenant, si nous voulons passer à l'étape où un médicament qui marche contre une certaine maladie soit accessible au plus grand nombre, il y a besoin d'un accompagnement. Cet accompagnement le gouvernement doit s'assurer que s'il donne un produit à quelqu'un, c'est un produit qui ne va pas lui faire du mal. Et sait quels sont les effets positifs ou les effets négatifs. Donc ce travail a commencé dans ce pays. Nous avons un institut de recherche sur les plantes médicinales. C'est l'une des premières institutions de recherche créées dans ce pays. Il s'agit tout simplement de capitaliser peut-être sur cette crise pour redonner à cette institution les moyens qu'il lui faut pour justement faire cette recherche. À ce niveau, professeur, depuis le message du chef de l'État le 19 mai dernier, où il a salué un traitement endogène, on a enregistré entre-temps une flopée, on va dire comme ça, de propositions. Je crois qu'actuellement, il y en a 8 des propositions de gens qui estiment qu'ils peuvent soigner le coronavirus. Est-ce que ça fait sérieux? C'est-à-dire, en l'espace de quelques mois, nous avons autant de propositions. Est-ce que ça fait sérieux pour un pays comme le Cameroun? Ils sont sérieux. Le Cameroun est l'Afrique en miniature. Nous devons être fiers de notre richesse, nous devons être fiers de notre diversité. Nous avons peut-être à régler un peu des soucis de discipline. Il y a une opportunité, chacun présente son son, n'est-ce pas? Je sais danser le patengue, mais je veux danser le bikutsi, je peux danser le mako, ça, comme je veux bien danser le mangambeu. C'est bien nous, le Cameroun, c'est également ça. Donc aujourd'hui, à l'Institut de recherche sur les recherches médicales et d'études des plantes médicinales, il y a un travail qui est en train de se faire avec tous ceux qui veulent bien que leurs médicaments soient connus et éventuellement développés. Il y a ceux qui ont avancé parce qu'ils ont une meilleure maîtrise, pour ne citer que l'exemple de Monseigneur Samuel Cléda, qui, depuis plus de 30 ans, travaille à allier la modernité avec la tradition. Les efforts de collaboration ont commencé. Donnez un peu de temps et vous verrez ce que le gouvernement va faire pour que la valorisation des traitements endogènes deviennent palpables pour le plus grand nombre. Professeur Jules, vous restez avec nous. Dans la suite de cette émission, nous parlerons des questions pratiques, comment se décontaminer, se désinfecter, comment vivre avec le Covid en milieu professionnel. Mais d'abord, halte sur une autre question qui divise. Inhumation rapide, la seconde mort des patients de Covid-19 face au débat autour de la gestion des dépouilles. La presse se prononce entre questions de sécurité sanitaire et l'accompagnement dans la dignité. Voici l'édito signé Michel Renaud-Wandia. A priori, un mort de Covid-19 fait peur au regard de toute l'actualité que nous vivons autour de cette pandémie. Des gens qui meurent par centaines, par milliers, qui sont enterrés pour certains dans des fosses communes en Amérique latine. A priori, ça fait peur et donc on peut être amené à vite s'en débarrasser pour éviter qu'il y ait des propagations à travers le monde du Covid. Il y a certains médecins, selon mon investigation, qui disent que quand quelqu'un est déjà mort, il ne touche pas. Ça veut dire que c'est très très impossible qu'il peut transmettre encore le virus. Nous sommes partis de l'enterrement à l'immédiat, à 48 heures désormais que le ministre de la Santé a bien voulu communiquer. Il a donné 48 heures aux familles de pouvoir inhumer leurs personnes. Donc rien que ce passage est un problème. Et on constate donc que si déjà au niveau de la santé, du ministère de la Santé, on peut repartir immédiatement à 48 heures, il doit avoir un problème. Mais pour ma part, moi je pense que puisqu'on parle d'une maladie qui vit dans le poumon, d'une maladie qui vit avec de l'air, donc quand quelqu'un est décédé, il ne vit plus. Une personne décédée ne vit plus. Et pour moi, je pense donc qu'à ce moment-là, on ne devrait plus avoir ce problème sur le plan sanitaire. Donc, une personne décédée ne peut pas transmettre la maladie. Le fait qu'on enterre ces gens de façon aussi rapide
sans avoir procédé à des analyses qui puissent permettre de façon pertinente, parce que la science parle avec des faits. On dit, on expérimente, on fait la recherche et on fait l'expérimentation. Personne n'a fait une recherche et personne n'a expérimenté au niveau local au Cameroun le fait qu'un cadavre du Covid-19 transmet la maladie et donc est susceptible d'être accompagné dignement comme cela se fait dans notre société. C'est ça qui apparaît donc comme une violation du respect dû aux morts. Vous savez que nous sommes des Bantous, nous avons un rapport à la mort qui est celui de l'affection, qui est celui de la compassion, qui est celui de l'accompagnement. On accompagne le mort avec des rituels, avec un cérémoniel, avec le rassemblement. C'est une communion de cœur et d'esprit pour accompagner le mort à sa dernière demeure. Le fait donc qu'on soit venu imposer cette violation de la dignité du mort, cette violation du droit du Bantou africain à respecter son mort est un problème anthropologique très grave. Je ne sais pas si les médecins qui insistent que les gens qui meurent de Covid soient enterrés immédiatement dans une manière bizarre. Je ne sais pas si il y a quelque chose comme le business entre l'affaire là, parce que vraiment en Afrique, surtout au Cameroun, il y a les gens, ils ne savent pas que tu dois enterrer un corps hors du village. Surtout, il y a les gens avec les titres. Mais quand on a déjà pris ces mesures pour désinfecter le corps, pourquoi ne pas laisser les villageois, la famille, même avec la présence de certains médecins, pour qu'on transmette le corps au village et on prend les mesures même pour que les gens ne viennent pas à côté. En Afrique, on dit au revoir à celui qui part, mais également à ceux qui restent. Il y a un certain nombre de choses pour permettre à ceux qui restent de se débarrasser ou bien de se séparer en bon terme, sans problème, et rester vivre derrière sans problème. Vous avez fait mention tout à l'heure des musulmans. Certes, eux ici, ils ont leur façon de faire, puisqu'on parle de tradition. Professeur, fin mai, le Conseil scientifique a tranché dans son 6e avis. Vous dites en substance, pas de panique, on peut enterrer dignement, on peut même voir les corps. Le Conseil scientifique a rendu son avis. Cet avis est disponible pour le plus grand nombre. Le scandale de la parole donnée à tout le monde, c'est peut-être la liberté. Mais lorsque l'on convoque les traditions africaines, il faut avoir la modestie ou il faut avoir l'honnêteté de savoir de quelle tradition africaine l'on parle. Les morgues n'ont jamais existé dans la tradition africaine. Lorsque celui qui a un titre décède, on l'enterre devant ceux qui avaient le droit de voir son corps et on organise les funérailles. Dans ce pays, nous avons des compatriotes qui enterrent les leurs dignement dans la journée parce que c'est une exigence religieuse. Il n'a jamais été dit dans ce pays qu'on doit enterrer les cadavres du Covid à la va-vite. Ce qui a été dit, c'est qu'un cadavre mort de Covid, le cadavre d'un patient mort de Covid est un corps contagieux. Et on applique la réglementation. Malgré qu'il ne tousse pas, il n'éternue plus. Alors, il ne tousse pas. Celui qui a le choléra, est-ce qu'il tousse? Est-ce qu'il a toujours la diarrhée au moment où il décède? Quand on a déclaré une maladie contagieuse, c'est en connaissance de certaines pratiques dangereuses sur les cadavres que cette mesure a été prise. Nous avons encore vivace à l'esprit la catastrophe de certaines gestions de la gestion de certains corps d'Ebola en Afrique de l'Ouest qui ont essaimé la mort comme une traînée de poudre. Alors, si nous rajoutons la deuxième dimension, qui est que la qualité des cercueils n'est pas normée dans notre pays. C'est triste de constater, vous avez certainement été à certains enterrements, où vous constatez qu'il y a du liquide qui suinte du cercueil.
certains l'ont déjà constaté. Ça signifie quoi? Ça signifie que ce cercueil n'est pas hermétique, il n'a pas été bien fait. Et ce liquide-là, c'est bien un liquide biologique. Le virus y est toujours, n'est-ce pas? Donc, alors, ce que nous voulons rappeler, pourquoi ne pas exiger des cercueils hermétiques, des cercueils fermés, zingués, et puis remettre la dépouille aux familles? Je vous ai dit tout à l'heure que l'expérience que j'ai de ce corps-là, quand j'entends certaines personnes en parler, je me demande de quoi ils parlent. Parce que dans l'expérience que nous avons à l'hôpital central, nous n'avons jamais eu de soucis avec des familles. Il s'agit, chez ces patients, de préparer la mort. La réglementation, jusqu'à preuve du contraire, est que c'est un corps contagieux. Et nous voyons souvent arriver la fin. Et si la préparation de cette fin est gérée avec la famille, pour leur dire, là où nous en sommes là, nous ne sommes pas capables de ramener votre membre de famille à la vie parce qu'il est en train de passer de l'autre côté. Et une fois que c'est préparé, les familles sont au courant. Les familles ont le droit de choisir le cercueil qu'elles veulent pour leurs membres de famille. Elles ont le droit, si nous reprenons la réglementation de 1974, elles ont le droit d'enterrer leurs membres de famille là où ces familles veulent les enterrer. Il y a des corps de Covid, de patients décédés de Covid qui ont été enterrés dans les concessions familiales avec la dignité, avec tout le rituel. Il s'agit de ne pas céder à la panique. Tout à l'heure, le docteur Mungene parlait de la panique. Il y a eu également de la panique dans la gestion des corps. Cette panique-là doit cesser. Revenons au pragmatisme. Enterrer quelqu'un en une journée, les Camerounais en ont l'habitude. Organiser, informer, parce que la mort de Covid, on la voit arriver. Là où ça devient compliqué, je veux bien l'admettre, c'est lorsque des personnes ont fui le système de santé, jusqu'au dernier moment, quand ils constatent que la personne est en train de mourir, elles vont l'amener, la personne n'a même pas été prise en charge, elle décède à l'entrée de l'hôpital. Justement, à ce niveau, professeur, on a constaté que la quasi-totalité des personnes qui décèdent aujourd'hui dans nos hôpitaux décèdent de suite de Covid. Pourquoi les familles se posent des questions? Vous venez avec un patient qui a une autre pathologie, quelque temps après, on vous dit que cette personne est décédée de suite de Covid. Alors, je vais apporter un peu de clarification. Lorsque nous disons que les personnes qui sont les plus susceptibles de mourir de Covid sont des personnes qui ont des comorbidités. Nous avons des exemples simples. Un papa est diabétique, il ne va pas bien. Son fils qui est à l'étranger, on lui dit « papa ne va pas bien ». Il vient rendre visite à son papa, n'est-ce pas? Lui, il est asymptomatique. Il a rendu visite à papa. Il a passé le virus à papa parce que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Il passe le virus à papa. Personne ne sait qu'il a passé le virus à papa. Sauf que 5 ou 6 jours après qu'il soit passé, papa va de plus en plus mal, n'est-ce pas? Et quand on va l'amener à l'hôpital, on sait qu'il a un problème sous-jacent. Mais quand on va faire son bilan, on constate que ses poumons sont quasiment atteints à 70 ou à 85%. On va dire qu'il est mort de quoi? La cause immédiate de la mort, c'est ce Covid, ce coronavirus qui est venu se poser sur un terrain déjà fragilisé. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire, dès que le patient arrive à l'hôpital, il va mourir de Covid. Alors, professeur, j'espère que vous êtes également au courant d'un phénomène qui prospère autour de cette affaire. D'aucuns appellent ça le corona business. Désormais, il y en a, ceux qui sont chargés d'inhumer les corps, des corps de morts de Covid, qui exigent de l'argent, parfois, aux familles, si ces familles veulent rentrer en possession des dépouilles. Ça, c'est connu. C'est des témoignages qui sont faits par des familles. Je ne suis pas au courant. Ce qui se passe dans l'hôpital que je connais bien, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Faites votre travail de journaliste et si cela est avéré, saisissez les autorités. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal que ça se passe et on considère que ça doit passer par perte et profit. Mais le business autour du coronavirus qui est plus dangereux, c'est celui aujourd'hui des tests. Autour du coronavirus. Les tests sérologiques en période d'épidémie, comme c'est le cas au Cameroun, n'ont aucune place.
Et il y en a aujourd'hui qui disent qu'ils font des tests sérologiques. Le test sérologique, c'est quoi? C'est le test qui va montrer que M. Elobo a développé des anticorps. Alors, celui qui a développé les anticorps, est-ce que cette maladie peut vraiment l'emporter? À quel moment il développe les anticorps? C'est quand il a réglé le problème avec le virus. Donc, quand c'est une maladie qui, en plus, va être terriblement grave en moins de 10 jours, proposer des tests sérologiques, c'est tout simplement de l'escroquerie scientifique. Maintenant, les tests rapides qui cherchent l'antigène du virus pour montrer, c'est ce test-là que l'on doit faire. Et il y a aujourd'hui, effectivement, des faux tests sérologiques que l'on vend aux patients en leur vendant l'illusion qu'on leur dit qu'ils sont malades ou qu'ils ne sont pas malades. Ceci doit cesser, ceci devrait cesser. On va aller un peu plus vite, professeur, excusez-nous, on va parler de ces gestes pratiques pour ceux qui nous écoutent. Quand on a quitté son domicile, par exemple, on est au supermarché, au travail, et qu'on revient à la maison, comment est-ce qu'on se désinfecte, comment on se décontamine? Alors, quand on doit aller au supermarché, il faut sortir avec son masque, et si on a la possibilité d'avoir son gel hydroalcoolique, il faut l'avoir avec soi. Et chaque fois que l'on va rencontrer l'opportunité de se laver les mains, il faut se laver les mains. Maintenant, quand on revient chez soi, si on a lavé régulièrement ses mains et on a porté son masque régulièrement, les chances pour que l'on soit dangereux sont diminuées. Maintenant, si l'on pense vraiment avoir été au contact des uns et des autres, on devrait retirer ses vêtements ou ses chaussures et porter d'autres vêtements et mettre cela à part pour qu'ils soient nettoyés avec du savon et de l'eau javelisée. Ça devrait être suffisant. Il est donc important de comprendre où se trouve le virus quand on est dans l'espace public. Il va être dans les gouttelettes qui sont dans l'air, dans les postillons, ou dans les sueurs ou les surfaces sur lesquelles les gens auraient éventuellement craché. Mais avec le port du masque, ces surfaces-là sont moins nombreuses, mais il faut pouvoir nettoyer régulièrement ces surfaces-là qui sont fréquemment utilisées par les uns et les autres. Et en milieu professionnel? En milieu professionnel, les mêmes éléments vont tenir. Si nous tenons une réunion à plusieurs, nous sommes dans une salle de réunion, il faut qu'il y ait de la distance entre ceux qui participent à la réunion. Il faut que, lorsque l'on parle, on porte son masque. En portant son masque, on aura moins de surfaces contaminées. Et il y a quelque chose que l'on ne comprend pas en ce moment, c'est qu'on enlève son masque pour parler. On annule l'effet de porter le masque lorsqu'on est en réunion. Lorsqu'on parle aux autres, on doit garder son masque. Parce que si jamais on est asymptomatique, on ne doit pas mettre des postillons qui contiennent des virus dans l'air. Et ça, c'est en milieu. Maintenant, comment organiser le nettoyage des salles de réunion ou des surfaces? L'eau javelisée ou l'eau chlorée dosée à 0,1%, un chiffon pour essuyer. Les pulvérisations sur les surfaces ou dans les bureaux sont moins efficaces parce que le virus, il va être sur les surfaces susceptibles d'avoir reçu des postillons, dont un chiffon bien imbibé dans de l'eau chlorée et essuyé régulièrement suffit. On peut également mettre des serviettes imbibées d'eau chlorée à l'entrée des bureaux pour enlever les particules virales éventuellement qui sont sur les chaussures. Pour ça, dans le secteur des transports en commun, tout ce que vous dites là n'est pas appliqué. Voilà le nouveau chantier. Merci de le rappeler. Il s'agit maintenant dans la phase suivante de cette maladie qui est devenue communautaire, d'intégrer des nouveaux protocoles pour le nettoyage des bus ou des taxis. L'idéal serait pour chaque bus de transport qu'une fois qu'il a fini son voyage, on nettoie toutes les surfaces, tous les sièges avec cette solution, essuyer les sièges, les accoudoirs et nettoyer l'intérieur du bus avec une solution chlorée avant que d'autres passagers ne montent. Et de veiller à ce que chaque passager dans le bus porte bien son masque pour diminuer la quantité éventuelle. Vous imaginez que si quelqu'un ne porte pas son masque dans un bus qui est climatisé, les gens vont passer 4 heures ou 5 heures dans ce bus.
Avec le système de climatisation. Avec le système de climatisation, on a eu le temps de créer les aérosols. Donc c'est important, il s'agit d'une nouvelle étape et il va bien falloir que les acteurs du secteur des transports considèrent qu'avec l'assouplissement des mesures, il ne faut pas qu'ils deviennent le principal facteur de contamination. La mobilité des personnes a été la source de la propagation de l'épidémie. L'une des solutions pour contenir l'épidémie a été la restriction au mouvement des personnes. Aujourd'hui, les avions recommencent à voler. On a changé les dispositifs de nettoyage des avions pour que les gens ne se contaminent pas dans les avions. Nous devons également l'appliquer dans les taxis et dans les bus, dans les transports en commun. Mais malheureusement, entre-temps, il y a un relâchement dans le respect de ces mesures. Les uns et les autres ont laissé tomber le masque. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne respecte plus. On fait comment? Alors, je reviens à Peut-être qu'il faut sanctionner désormais. À ce simple message. Est-ce que je suis patriote? Si je suis patriote, je veux que le Cameroun devienne émergent. Je fais cet effort pour mon pays de porter mon masque. Parce que je ne dois pas être le fossoyeur du développement du Cameroun. Je veux éviter que des gens autour de moi meurent. Je porte mon masque le temps qu'il faut. Parce que ce port du masque, ce lavage fréquent des mains va nous permettre de continuer d'avancer. Et lorsque l'on fait des comparaisons entre certains pays africains et les mesures qui ont été prises et les conséquences économiques et sociales, on se rend compte que le Cameroun ne fait pas si mal parce qu'il y a eu un certain nombre de mesures. Vraiment, il s'agit de considérer le port du masque comme un acte de patriotisme, comme un acte de solidarité nationale, et un acte d'amour et d'altruisme. Il ne s'agit pas de rester dans une dimension individuelle. Les transporteurs qui veulent continuer à mener leur activité doivent faire l'effort. Alors, professeur, une autre question qui se pose certainement pour terminer cet entretien. Est-ce qu'une fois qu'on a fait la maladie, on pourrait contracter à nouveau le virus après guérison? Est-ce que le conseil scientifique a tranché là-dessus? Le conseil scientifique ne peut pas trancher parce que la communauté scientifique au niveau international n'a pas tranché. Voilà une maladie qui n'a pas encore 6 mois et dans l'observation du phénomène, nous allons apprendre au fil du temps. Nous savons aujourd'hui que des anticorps, il y a un protocole thérapeutique qui a été testé avec les anticorps de ceux qui ont été malades, qui ont été utilisés pour soigner ceux qui étaient malades en situation grave. Et ça a marché. Ça donne de l'espoir qu'il y a probablement des anticorps qui sont efficaces. Maintenant, est-ce que nous pourrons refaire la maladie? C'est le temps qui nous dira. Pour l'instant, la science n'a pas de réponse. Merci à vous, merci aux panélistes Julie Lobo, professeur Ngolo Zogo, Dr Lambengene, Bertrand Didier Bouga. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci.